Bonjour à tous, mon nom est Dominique Fortier et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie. Et oui, ça fait longtemps que nous n'étions pas en onde. Nous sommes de retour pour le restant de la saison après des longues vacances bien méritées. Et pour m'accompagner cette semaine, nul autre que Mathieu Lalonde-Terrien. Bonjour Mathieu. Salut Dominique. Alors merci infiniment d'avoir accepté cette invitation à revenir ici en tant que commentateur de l'actualité. Ta présence est toujours très appréciée. Je te remercie beaucoup, Dominique. Et qu'est-ce que tu dirais si on se lançait immédiatement dans les nouvelles qui ont fait l'actualité au cours de la dernière semaine? Alors, sans grande surprise, l'histoire avec les paramédics du nord de la Gaspésie refait surface. On se rappellera, il y a quelques semaines, il y avait eu une sortie publique de la part des paramédics concernant les horaires de faction. Alors, pour les gens à la maison, l'horaire de faction, c'est cet horaire de soir et de nuit qui fait que les paramédics sont à la maison lorsqu'ils reçoivent un appel d'urgence. Alors, ils doivent se lever, s'habiller, se rendre à leur véhicule et ensuite à la caserne. Donc, Bref, ils perdent environ 8 à 10 minutes, qu'ils jugent cruciales, pour aider des gens dans la région. On sait bien que le territoire est éloigné. Pour des gens comme qui tomberaient malades à Marsoui, ce 8-10 minutes-là, ça peut faire la différence entre la vie et la mort. exactement, surtout lorsqu'on prend des cas d'arrêt cardiaque ou des gens qui s'étouffent. Alors, bref, ce qu'on demandait, c'est la fin de ces horaires de faction-là pour avoir des horaires à l'heure. Alors, ce qu'on apprenait cette semaine, c'est que le ministère de la Santé investit 4,9 millions de dollars pour la transformation d'horaires de faction en horaires à l'heure, mais En Gaspésie. en Pour la Gaspésie. oui, mais le sud de la Gaspésie exclusivement. Alors, Carleton, Passepébiac, ainsi que Chandler ont droit à des transformations. Tout le côté sud jusqu'à Grande-Rivière ou Rivière-en-Nord, je me trompe pas. Toute la pointe. Bref, les deux MRC les plus pauvres de la Gaspésie et les pauvres du Québec ne sont pas touchés par ces mesures-là. Ils ont tous pris de l'argent, ils l'ont tout mis dans le sud. Il y a même des endroits comme à Nouvelle, les ambulanciers disaient que c'était environ 100 demandes par année. Puis pour le secteur de la Haute-Gaspésie, on parle de 1300 demandes. Exactement. Ce qui fait que... Et ça, c'est simplement de Capcha à Marsoui. On n'a même pas la partie est de la MRC dans ce calcul-là. Non, non, c'est du favoritisme de la part de la PDG, Mme Chantal Duguay, qui on sait bien toujours favoriser le côté sud. C'est simplement du pur favoritisme de sa région. Alors, bref, avec cette situation-là, les paramédics poursuivent leurs moyens de pression. J'ai parlé avec le vice-président régional pour la FPHQ, la Fédération des employés du préhospitalier du Québec, M. Hilaire Côté, qui disait justement ne pas vouloir lâcher le morceau tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas justice et équité pour les paramédics du nord de la Gaspésie. Il allait poursuivre le combat. Et ce qu'il me disait dans une entrevue précédente, il y a quelques semaines, c'est que oui, la population peut être mise en danger, mais également pour les paramédics qui, à partir de 6 heures le soir jusqu'au lendemain matin, doivent être sur appel 24 heures sur 24. Ça devient assez problématique pour balancer une vie familiale avec une vie professionnelle. Ils disent, on ne peut pas décider de partir en voyage de camping pour une fin de semaine au cas où on m'appelle. Pas question de prendre un verre ou deux à Noël si Ça jamais change on est les sur horaires. appel. On ne sait pas si... Quand tu sais vraiment que tu travailles, que tu n'es pas sur appel, tu sais que tu restes à la maison. Quand tu es sur appel, parce qu'ils ont coupé les horaires comme ça, parce que ça diminue le salaire, c'est plus facile à sauver ainsi. Et comme ça, ben, ils sont obligés de rester à la maison, sont payés un peu moins que s'ils étaient vraiment dans la... J'allais pas dire dans la caserne, mais où les ambulances sont. Puis comme ça, ben, ils doivent rester en attente et peuvent rien faire. Ils peuvent rester à la maison tranquille, mais ils peuvent pas faire de sortie comme tu le disais. Parce que selon la loi, ils doivent être dans un périmètre restreint autour de la caserne. Alors, même pas moyen d'aller dans le parc national, aller faire une petite escalade de montagne au cas où on Non, soit appelé. pas moyen d'aller voir de la famille à Capcha. Il faut qu'ils restent proches dans, je pense, un rayon de 2 km. Exactement. Alors, voilà. Alors, on poursuit les protestations du côté de la Fédération des paramédics du Et bonne Québec. chance à eux autres. Et on va voir qu'est-ce qu'il y en est. Tout ce qu'on peut dire à ce point-ci, c'est que des demandes ont été acheminées au CIS Gaspésie pour analyser justement le côté nord pour la transformation des horaires de faction. On dit que les démarches suivent leur cours, mais évidemment, on attend toujours après des réponses. Ouais, s'il y a de la pression qui se fait de la part du côté nord, les démarches vont aller beaucoup plus vite. Alors, c'est ce qu'on nous verrons dans l'avenir. Et d'ailleurs, au dernier conseil de la ville de Sainte-Anne-des-Monts, le maire Simon Deschênes a justement annoncé qu'il y avait une motion unanime pour supporter les paramédics dans leurs revendications. Alors, ils ont l'appui de la ville.
Dans un autre ordre d'idées, l'entreprise Orbit de Captcha, eh bien, les déboires se poursuivent. On apprenait dans la plus récente mise à jour corporative que sur les 45 employés restants à l'entreprise, la majorité était mise à pied temporairement et de plus, les employés qui demeurent sur place pour assurer un minimum de fonctionnement autant au siège social qu'à l'usine de Captcha, qu'au centre de laboratoire à Laval. Alors, on garde un minimum d'employés et ce, à des horaires réduits, histoire évidemment de sauver le plus d'argent possible. L'histoire se répète. L'année passée, à pareille date, début avril, si je ne me trompe pas, on parlait encore de la même affaire. On dit, bonne nouvelle, pour l'instant, ils se sont sauvés de leurs créanciers. Moi, je vois ça comme une mauvaise nouvelle. Parce que pour la région, ici, les créanciers, c'est des petits entrepreneurs. Exactement. C'est eux autres que ça va faire mal. Je disais la même chose l'année passée pour le même sujet. Et lorsqu'on parle des petits créanciers, là, c'est l'épicerie du coin, c'est la quincaillerie, oui. c'est le restaurant. Alors, on s'entend que c'est des petits commerçants locaux qui, eux, se retrouvent floués et ne peuvent rien faire tant que l'entreprise est sous la loi de protection contre les créanciers. Alors, on s'entend que ce ne seront pas les primos, les premiers à se faire payer. Non, et c'est eux qui ont le plus de chances de rien recevoir. Exactement, parce qu'il y a des créanciers à qui Orbit doit beaucoup plus d'argent qu'à l'épicerie du coin. Alors, et qui seront priorisés. Exactement. Alors, les nouvelles dans ce dossier-là, c'est qu'il y aurait une solution pour le calcinateur qui est jugé pas assez performant pour la transformation d'alumine. On aurait trouvé une solution avec le fournisseur Autotech. Le problème, c'est qui paye. Orbit dit Autotech nous a fourni un calcinateur qui ne répondait pas à nos attentes. Et de l'autre côté, Autotech se défend en disant on a fourni ce que Orbit nous avait demandé. Alors, il y a un conflit entre les deux. Personne ne veut payer. Alors, on risque de se retrouver encore une fois devant les tribunaux. Et si ça se retrouve devant les tribunaux, alors bonjour les nouveaux délais. Et pendant ce temps-là, pour parler de délai aussi, ce sont les employés qui écopent, là. Orbit a poursuivi ses assureurs parce qu'ils ont été devant la Cour également, où c'est que la Cour a décidé que les assureurs n'avaient pas à payer pour les frais supplémentaires du brûleur. Là, le calcinateur, oui, exactement. Alors, on n'a pas terminé d'en entendre parler, mais chose certaine, c'est qu'à chaque jour qui passe, c'est un jour de plus vers de mauvaises nouvelles pour Orbit, parce qu'on ne semble pas voir le bout du tunnel dans cette histoire-là. Et au final, c'est encore une fois la région qui écope d'une entreprise qui est incapable de se lever. Ce qui alimente le cynisme, à chaque fois qu'une nouvelle compagnie va arriver proposant des emplois, le monde va s'en détourner assez facilement, disant que ça va faire comme les autres depuis les 20 dernières années. Ils vont prendre ce qu'ils ont à prendre. Après ça, ils vont partir en nous laissant encore un peu plus dans la misère avant qu'ils arrivent. Justement, avant Orbit, c'était Alpha Quartz qui a été un fiasco monumental. Alors l'histoire semble se répéter. Ça ne veut pas être prophète de malheur, mais ça regarde mal. Et au moins, il y a eu Spielo Gaming qui a marché pendant un bout de temps, mais quand ils ont réussi quand ils ont pris tout leur crédit d'impôt, ils ont décidé de repartir et sont partis dans une autre région. Oui, exactement. Voilà. Alors, on poursuit dans l'actualité. Alors, cette fois-ci, on parle d'une mise en garde des présumés inspecteurs qui proposent des services pour refaire l'entretoit des différentes maisons. Alors, on met les gens en garde puisqu'il y a des fraudes ces temps-ci qui se font. On l'a vu à l'émission La Facture de Radio-Canada. On l'a aussi vu dans les différents médias. Ce n'est pas un phénomène nouveau. L'année dernière, à pareille date, le journal Le Placoteux dans le Kamouraska révélait exactement le même genre de fraude. Alors, c'est des gens qui appellent, ils disent « On vous offre une estimation gratuite, une évaluation gratuite de votre entretoit. » Et évidemment, lorsqu'ils se rendent sur place, 100% du temps, ils découvrent... Oui, plein de problèmes, des champignons, des moisissures. Alors, à ce point-ci, on inquiète les gens en leur disant qu'il faut absolument faire quelque chose. Évidemment, les gens qui se rendent sur place ont les solutions et disent vouloir faire des travaux, mais souvent, lorsqu'il n'y a pas de problématique, on fait des travaux absolument dans le vide. Alors, ça coûte très cher aux gens. Et justement, dans une population ici, en Haute-Gaspésie, où il y a beaucoup de personnes aînées et vulnérables qui peuvent être des cibles dites facile pour ces fraudeurs. Alors, on les met en garde. Alors, c'est très facile. On se rend sur Internet,
on peut taper entre toi, fraude, la facture, on va tomber sur le Est-ce qu'il y a un reportage. autre moyen que l'Internet, parce que vu qu'on parle des gens vulnérables, les personnes âgées surtout, avec l'Internet, ils ont de la difficulté souvent. On peut appeler tout simplement l'Office de protection du consommateur et ils vont nous tenir au courant des plaintes qui ont déjà été déposées pour ce type de fraude-là. Et justement, j'ai parlé avec un agent de l'Office de protection du consommateur et on suggère fortement, si on reçoit un appel à la maison de quelqu'un qui dit être un inspecteur d'entre-toi, d'appeler à l'Office justement pour recenser le plus de cas possible, histoire qu'un jour, bien, les gens soient suffisamment au courant pour que ces fraudeurs-là ne puissent plus sévir dans nos différentes régions. Pour que ce soit plus facile de les prendre aussi, parce que j'imagine dans cette gamique-là, c'est souvent le même monde qui se promène un peu partout pour finir par avoir les gens. Ben voilà, moi, la personne qui m'a mis au courant, elle m'a dit que déjà 4 personnes à l'intérieur d'une semaine de son entourage avaient tous été appelés par la même personne, le même dit inspecteur. Ça va jaser, on est content. Dans un petit milieu, ça va se savoir rapidement. Exactement. Sur une note plus joyeuse, alors les nostalgiques, ceux qui ont été bercés dans les années 90 par la musique des Vilains Pingouins, des Frères à Cheval, de Noir Silence, eh bien tous ces groupes-là que je viens de vous mentionner, ils seront les têtes d'affiche de la prochaine fête du Bois Flotté qui se déroulera du 2 au 5 août prochain au parc Multisport. Alors on voit ici à l'écran Rudy Kaya qui a quelque peu vieilli depuis le temps, mais toujours autant de fougue sur scène. Alors c'est dans le cadre d'une tournée Légion 90. Alors Oui. les 3 groupes font un spectacle ensemble et parcourent les différents festivals pendant l'été. C'est un peu comme l'hommage à nos idoles, mais Pour notre génération. Pour notre génération, exactement. Alors qu'il ne se rappellera pas, justement, notamment de cette chanson des Vilains Pingouins. Lève à chaque matin, je suis pas sûr que c'est moi. J'aime autant pas y penser, ça fait longtemps que j'ai compris. On passe à travers ça. Ça vit à coups de journée. Nanana. Alors, on était partis, nous autres, ici en studio. Alors, Vilain Pingouin, Noir Silence, ainsi que les Frères à Cheval. Et aussi, on aura droit au groupe Suroît, un groupe qui est dans le milieu musical traditionnel depuis les années 70. Alors, évidemment, beaucoup de membres ont été remplacés depuis ce temps-là. Et petit fait intéressant, savais-tu que ce groupe-là a été fondé par Alcide Pinchot, qui est le père de Jonathan Pinchot Ah oui? et Éloi Pinchot. Alors, une histoire d'amour avec la musique pour cette famille-là. Alors, le groupe Suroît sera là. Et également, on aura un hommage aux Cowboys fringants. Alors, tout ça à la fête du Bois Flotté. Le 19 avril prochain, en Formule 5 à 7. C'est pas le à la- 18 dans ton article? Le 18 avril, merci. Moi et les chiffres, ça fait 2. J'ai de la misère à me rappeler de ma propre date de fête. Moi, c'est Alors- ma date de fête, le 18, c'est pour ça. Le 18 avril, ça, je m'en ai rappelé. Alors, le 18 avril, en Formule 5 à 7, avant d'aller fêter Matthew, on peut passer au Malbar pour la présentation de toute la programmation de la fête du Bois Flotté. Alors, on pourra savoir tout ce qui se passera pendant ces quelques jours de festival. Alors, mon cher Matthew, rapidement, Oui. l'activité familiale La Fermette en Oui. folie, qui était très intéressante. C'était le Carrefour Jeunesse Emploi qui a organisé ça avec des élèves de la formation professionnelle et de la formation aux adultes. Ils ont accumulé une somme de 1 000 $ remis au refuge animalier l'Ami des bêtes. Alors, le concept, c'était on amène des chevaux, des moutons, des chèvres, des chats. Et dans le centre commercial, les Galeries Gaspésiennes, qui n'avaient pas vu autant de personnes depuis fort longtemps. Alors, c'était une belle activité familiale qu'on risque de répéter. Ah et oui. rapidement, Manon Parent du refuge animalier qui est toujours en train de terminer l'installation du dit refuge. On a toujours besoin de matériaux, alors on peut se présenter au refuge si on a des carreaux de céramique en surplus, du prélat, du plancher flottant, des nuillettes et des oreillers.
du revêtement à vinyle extérieur et même des planches de bois ou de la peinture. Tout est le bienvenu, histoire que le refuge puisse ouvrir ses portes officiellement le plus rapidement possible. Et une autre bonne nouvelle, les promoteurs de l'Ultra Trail du Mont-Albert auraient enfin obtenu leur permis du ministère Forêt, Faune et Parc en date du 3 avril pour la tenue de l'événement. Alors, on s'entend que d'habitude, les autorisations viennent beaucoup plus rapidement. Un an d'avance. Alors, cette fois-ci, il y aurait eu des problèmes au niveau de l'organisation. Il y aurait eu des changements de comité organisateur. Alors, c'est pour ça qu'on fait la demande si tard. Alors, il n'y aura pas d'ultra-marathon, donc pas de 165 km, seulement des petites courses de quelques kilomètres, mais quand même une version réduite et on verra pour l'année suivante. On devrait avoir une annonce dans les prochains jours sur la date exacte. Ouais, c'est bien. C'est mieux de n'avoir que rien d'avoir. Ben voilà, exactement. Alors, dans les prochains jours, on saura exactement à quelle date se tiendra l'Ultra Trail. Sur ce, mes chers amis, on prend une courte pause et on revient avec nos invités de la semaine. Je m'appelle Zachary, je suis amputé à la jambe gauche. Ça, ici, c'est fait en quoi? Ça, c'est de la fibre de carbone. J'étais super contente d'avoir ma nouvelle prothèse. En plus, avec un pied spécial. Ma nouvelle prothèse, ça tourne mieux, ça va beaucoup mieux. Là, je me dis, ouais, je suis capable. J'aime déjà jouer au hockey, puis j'aime jouer avec mes amis, fait que les deux ensemble, c'est super amusant. L'association des aptitudes, ça m'aide beaucoup. Ça, c'est ma jambe quand j'avais 3 ans, 4 ans. Ben. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 ans et j'ai 5 jambes. C'est ma jambe de ski. Alors, nous sommes de retour à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie. Cette fois-ci, assis à la droite de Dominique, Mathieu Lalonde-Terrien. Et à ma gauche, Ariane Lévesque, conseillère municipale à la ville de Sainte-Anne-des-Monts depuis novembre dernier. Bonjour. Oui. Et M. Philippe Vaugeois, membre du comité de pilotage pour le budget participatif. Alors, messieurs et madame, si vous voulez nous parler un petit peu de la première rencontre qui a eu lieu concernant le budget participatif, c'était une première occasion pour les citoyens d'aller à la rencontre du comité de pilotage et de lancer des idées dans l'univers. Oui, tout à fait. Donc, le 28 mars dernier, c'est-à-dire mercredi passé, les gens étaient invités à venir déposer leurs idées de projet. On doit dire que c'était l'occasion, là, en fait, c'était le moment, c'était la rencontre obligatoire où les gens devaient participer s'ils souhaitaient déposer un projet dans le cadre du budget participatif. Donc, il y a eu 9 projets qui ont été déposés, des belles idées, beaucoup de monde. On a été agréablement surpris là, de voir le niveau où est-ce que les gens se sont sentis interpellés. Donc, on a eu un projet d'amélioration du terrain de volleyball de plage qu'on a à Sainte-Anne-des-Monts au parc multisport. Ensuite de ça, une proposition au niveau d'un deck sportif, une surface synthétique. Je pense que tu connais un peu plus. Bien, en fait, le deck sportif, si j'ai bien compris, là, si c'est ce que je pense que c'est un terrain, parce qu'on n'est pas dans les détails. C'est important de spécifier qu'aujourd'hui, on vient vous parler des grandes lignes. C'est un brainstorming, c'est passé. Oui, puis les gens sont retournés avec des nouvelles idées peut-être, des informations à aller chercher qui n'avaient peut-être pas la rencontre du 28. Donc, pour ce qui est du deck, là, pour revenir à la question, le deck, c'est des bandes de hockey avec une surface sur laquelle on peut jouer, oui, au hockey, mais on peut aussi jouer au soccer. L'hiver, si j'ai bien compris, c'est une surface sur laquelle on peut directement mettre de l'eau pour ensuite de ça avoir la surface glacée. Donc, c'est une surface multisport. Oui, je pense que dans le sud de la Gaspésie, il y a quelque chose qui avait été lancé, si nous ne me trompons pas, Bonaventure, là, où on peut utiliser cette surface-là 4 saisons par année. Là. Exactement. Donc, c'est un des projets présentés, puis c'est dans le volet loisirs. Là. On a différents volets, environnemental, loisirs, amélioration des infrastructures, mais ça rentre dans le loisir. Oui. Okay. Parce qu'on ne l'a pas mentionné, mais rapidement, le déroulement de la rencontre, ça s'est passé. C'est pour ça que j'ai interpellé mon collègue Philippe. C'est que ça s'est passé, on a divisé vraiment les projets. Est-ce que c'est du loisir? Est-ce que c'est du communautaire? Est-ce que c'est environnemental? Etc. Donc, on a séparé en
3 ou 4 tables parce qu'il y avait beaucoup de projets au niveau du loisir et c'était surtout des projets loisirs et communautaires. Donc, on a séparé en table les gens qui étaient présents pour être capable vraiment d'aller chercher l'information, questionner les gens, que ce soit plus facile. Donc, voilà, c'était Philippe qui était à la table où est-ce qu'on a présenté le deck sportif. On veut... Oui, Oui, allez-y. allez-y. Je voulais savoir, je pense qu'on l'a pas mentionné au début, le budget total du budget. 25 000 25 000 Oui. Ah, ok, parfait. Et on veut d'autres idées. Qu'est-ce Oui! qui a été proposé? Donc, parc canin, plutôt, c'est beaucoup plus joli comme terme. Donc, on avait même 2 personnes qui venaient présenter un projet de parc canin qui ont été jumelés ensemble. Je crois qu'ils vont travailler ensemble pour déposer un projet commun, mettre ensemble leurs idées, travailler ensemble au niveau de leur démarche. Ensuite de ça, une plateforme Internet qui permettrait le jumelage entre bénévoles et besoins. Ensuite de ça, une mise en valeur des sculptures au niveau de la fête du bois flotté au Parc du Souvenir à Saint-Anne-des-Monts. Puis juste pour spécifier, à l'intérieur de ce projet-là, il y avait aussi la mise en valeur là, des sculptures, oui, mais aussi du parc en tant que tel, ce qui nous avait été apporté par là où la citoyenne qui l'a apporté, je ne veux pas nécessairement dire. En fait, c'est que le parc n'était pas assez utilisé pour en fait, ce qu'il est, sur le bord de la rivière, avec, avec des arbres, avec un paysagement. Oui, on parle du parc qui est juste l'autre côté du poste de la Sûreté du Québec. Exactement, oui. Donc, juste de l'autre côté de la rivière, se demandait, là, cette citoyenne se demandait quoi faire pour le mettre en valeur. Donc, il y avait cette idée-là qui avait été présentée. Ouais. Et il y avait aussi une autre idée que j'ai lue dans le compte rendu. Et justement, ça m'amenait à me poser la question, est-ce que c'est le genre de projet qui peut être réalisable? On parlait de rendre la Première Avenue à sens unique pendant l'été, histoire d'avoir une piste cyclable. Est-ce que c'est logistiquement possible pour la ville de procéder? Bien, on ne s'est pas penché encore là-dessus. Ce qu'on est allé faire vraiment en rencontre de cliniques de développement de projets, c'est qu'on a questionné les gens qui nous amenaient des projets et là, on les référait vers les différentes ressources qui devaient aller consulter. Par exemple, au niveau de ce projet-là spécifique, c'est certain qu'on va les référer au conseil municipal. Au niveau de la voirie aussi, parce qu'au niveau de la Première Avenue, il y a des sens uniques qui arrivent vers le sud, oui. Certains vers le sud, certains vers le nord. Oui, donc il va y avoir des choses à vérifier, c'est certain. On va voir la suite des choses, mais nous, le travail du comité de pilotage était vraiment d'enligner les gens vers les bonnes ressources pour qu'ils puissent aller faire ces vérifications-là et faire les demandes qui sont nécessaires. Et il y avait beaucoup de personnes dans la salle pour cette première rencontre? Il y avait une quinzaine de personnes, si on exclut même le comité de pilotage. 9 projets, des projets qui étaient déposés par une seule personne, mais d'autres qui étaient... il y avait aussi des gens qui étaient venus parce qu'ils étaient curieux aussi. Tout à fait. Ils savaient donc que la rencontre était obligatoire si jamais ils voulaient déposer des projets. Donc, ils se sont présentés pour poser des questions, puis ensuite pour assister un petit peu au brainstorming, puis c'est ça. Ensuite, ils vont peut-être présenter des projets. Ils étaient présents le 28, donc ils ont le droit de présenter. Ils ont jusqu'à quand pour déposer des projets? En fait, la date butoir est le 1er juin. Par contre, les gens qui souhaitaient déposer des projets devaient apporter leur idée à la rencontre du 28 mars. Oui. Puis, suite à ça, il va y avoir une autre rencontre le 25 avril qui va être sur rendez-vous et les gens devront contacter le comité de pilotage, Christelle, au secrétariat à la ville de Saint-Anne-des-Monts, 763-3309. Ils sont déjà au courant les gens qui étaient présents le 28, on leur a tous mentionné, vous devrez vraiment rappeler pour prendre rendez-vous pour le 25 avril. Et là, le 25 avril, il va y avoir des questions qui vont plus pousser. Les gens vont avoir davantage élaboré leurs projets, leurs idées. Et là, il va y avoir vraiment les gens de la ville qui vont être là au niveau de la voirie, au niveau de l'urbanisme, au niveau des loisirs, pour leur poser des questions plus étoffées par rapport à des petits aspects qui peuvent être des fois plus pointus. Sur la faisabilité, entre autres, oui. Et je m'adresse à vous deux, autant Philippe qu'Ariane. On voit que la population a quand même été assez mobilisée avec déjà 9 projets déposés. Mais vous, personnellement, ça doit être quand même agréable de participer à une nouvelle initiative, quelque chose qui n'avait jamais été fait à Saint-Anne-des-Monts. Comment vous vivez cet engouement-là?
Moi, pour ma part, ça fait 2 ans que je suis à Saint-Anne-des-Monts. Donc, c'est une façon pour moi de comprendre puis de voir un petit peu comment fonctionne la ville, quel genre de projet peut être amené. Donc, c'est vraiment intéressant de souligner les actions que les gens veulent mettre de l'avant. Puis, de faire partie du comité. C'est sûr que c'est pas nous qui votons, là. Je veux juste spécifier ça. Nous, on est juste là en tant que support, en tant qu'aide pour aider les gens à présenter leurs projets, puis à leur expliquer la démarche, puis à mobiliser, puis à communiquer comme ici aujourd'hui. Mais c'est ça, le comité, c'est pas nous qui votons. La période de vote va se faire vraiment après. Donc, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment une belle expérience. Je rencontre des gens de la région, des élus comme Ariane, comme Simon Deschênes, les gens à la ville. Donc, c'est enrichissant pour moi aussi. Puis en même temps, mais ça me permet de participer un petit peu à ce qui se passe dans Saint-Anne-des-Monts. Et Ariane, en tant que membre du conseil? Ben moi, c'est une expérience qui, je trouve, permet d'aller démontrer le dynamisme du milieu, de permettre aux gens de vraiment venir mettre leur couleur dans leur milieu de vie, dans leur ville. Puis ça a aussi un gros côté éducatif, hein? Les gens doivent se mobiliser, doivent déposer des projets, doivent travailler ensemble avec les différentes structures que ça implique, soit les règles municipales, parfois les règles provinciales. C'est vraiment du gros travail qu'il y a à faire. Puis je trouve que l'aspect éducatif est très important et très intéressant aussi à mettre de l'avant. Oui, mais je peux juste rajouter pour les gens qui viennent participer au comité, ça peut être aussi une façon de voir ça comme quelque chose de plus approchable, de voir qu'il y a aussi des citoyens qui sont sur le comité, que c'est pas juste une démarche qui vient de la ville et que de la ville. C'est vraiment une démarche par et pour le citoyen. Plus bas vers le haut, Exactement. Moi, je trouve ça vraiment intéressant qu'on soit capable d'avoir une partie prenante pratiquement au même titre que des employés municipaux ou que des élus. Donc, ça aide les citoyens à prendre leur place aussi en même temps. Et j'ai même remarqué, dès le lendemain de cette rencontre-là, il y avait des pages Facebook qui ont été créées pour faire la promotion de certains projets. Alors, on est déjà en mode compétition pour tenter de rendre son projet le plus agréable possible. Et en terminant, on parlait de la date du 1er juin. Je vais nommer les autres projets. Ah, ben oui. Il restait, en fait, je m'excuse, ça ne sera pas très long. Je voulais, pour que tous aient la même visibilité. Donc, descente de tube hivernale qui serait située au centre de plein air, une remontée mécanique, l'aménagement d'une remontée mécanique. Ensuite, un projet pour faciliter l'accès des VTT au centre-ville de Saint-Anne-des-Monts. Et aussi, tu parlais tout à l'heure du projet par rapport à la Première Avenue, donc la facilité d'accès de la Première Avenue. Et un projet de cinéma extérieur. Oui, comme dans le temps avec les cinéparcs. Oui! Ça manque, il n'y en a plus de cinéparcs. Oui, effectivement. C'est une bonne idée. Alors, outre la date du 1er juin, quelques dates à retenir importantes pour savoir quand les gens pourront aller voter et quand on aura le grand dévoilement? Oui, tu les as devant moi? Oui, je les ai devant moi. Donc, c'est sûr, le 1er juin, on l'a dit, c'est la date limite de dépôt de projet. Durant l'été, le comité va évaluer les différents projets. Le 14 août, la ville va annoncer les projets qui sont retenus. Le 20 août au 21 septembre, donc un mois, c'est la période de vote de la population sur les différents projets proposés. Puis le 1er octobre, on donne le temps de compter à partir du 21 septembre là, pour les votes et tout ça. Puis on annonce, on dépose au conseil municipal le choix du projet que la population a décidé. Donc 14 août, l'annonce des projets. 1er octobre, c'est le dépôt au conseil municipal après le vote. Philippe Vaugeois, Ariane Lévesque, merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci. Alors, on vous invite à rester à nos côtés pour la fin de notre émission. Le temps de passer en revue les annonces de la vie sociale. Alors, on vous rappelle que les membres du club des 50 ans et plus de Mont-Louis, ça s'en vient, Mathieu, c'est une blague. Le club des 50 ans, de Mont-Louis sont invités à assister à l'Assemblée générale annuelle qui aura lieu le jeudi 12 avril à 13h30 à la salle du conseil de l'édifice municipal. Ensuite, le club de 50 ans et plus de Saint-Anne-des-Monts tiendra également son assemblée générale annuelle mercredi 18 avril 13h30 au local de la 11e rue Ouest, 134 11e rue Ouest. Il y aura aussi un bazar organisé par le club des 50 ans et plus de Saint-Anne-des-Monts le samedi 5 mai de 9h à 16h au 134 11e rue Ouest. Et on peut réserver une table en appelant Lucette ou Cécile au 88 763 29
988. Et en terminant, la Fondation Louise-Amélie est présentement à la recherche d'objets pour son grand bazar annuel qui se tiendra le samedi 7 juillet prochain à l'Arena J. Robert Lévesque revampé. Et les gens qui désirent faire don d'électroménager, de meubles, de jouets, de vêtements ou tout autre objet encore en bon état sont priés d'appeler au 88 763 76 41. Un service de cueillette est offert. Et sur ce, Matthew, merci infiniment d'avoir été avec nous. Nos invités, Ariane et Philippe, et en mon nom, Dominique Fortier, je vous dis à la semaine prochaine.